Bienvenue dans le module 1 de la formation Easy ECG. Au programme, nous verrons d'abord des rappels, ensuite nous aborderons l'électrophysiologie cardiaque et ensuite nous verrons donc tout ce qui est matériel et enregistrement avant d'aborder l'analyse d'un électrocardiogramme normal. Alors, rappel électrophysiologie cardiaque. En guise de rappel, il est important de rappeler tout de même que le cœur, en fait, a été formé dès la 4e semaine de développement embryonnaire. Et donc, c'est à partir de ce moment qu'on a entendu les premiers battements cardiaques. Le cœur est ce magnifique organe que vous voyez. Donc, organe musculaire creusé de 4 cavités, donc qui fonctionne de manière cyclique, n'est-ce pas? Donc, de manière cyclique avec une phase de remplissage du ventricule gauche qui est la diastole et une phase d'éjection de sang du ventricule gauche vers l'aorte qui est la systole. Le seul livre existant qui vous parle de la prise en charge de l'hypertension artérielle sur le sujet noir africain, selon les recommandations africaines et internationales, des notions fondamentales aux avancées les plus récentes. 15 000 francs CFA en Afrique de l'Ouest et centrale, 30 € en Occident. Livraison rapide, disponible partout dans le monde en français et anglais. Indispensable pour les étudiants en médecine de la première à l'année de thèse. Médecin généraliste, résident en cardiologie, médecin du travail, infirmier. 7 bonus inédits. ECG, MAPA, nutrition africaine anti-HTA et autres surprises. Plus de 120 références bibliographiques. Faites la différence dans la vie de vos patients en leur proposant une prise en charge contextualisée à l'environnement africain. Commandez maintenant, soit en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo ou en contactant directement sur WhatsApp le plus 237 695 91 45 11. Alors, ce cœur, sur le plan histologique, est constitué de plusieurs tuniques. Donc, de l'extérieur vers l'intérieur, nous avons l'épicarde, le myocarde et l'endocarde. Et c'est le myocarde, justement, qui, grâce à certaines propriétés, permet la contraction cyclique du cœur, comme nous l'avons vu précédemment. Et cela se fait grâce à des fibres myocardiques. Donc, les cellules musculaires cardiaques sont appelées les fibres myocardiques, qui sont dotées de filaments d'actine et de myosine qui vont donc se joindre pour pouvoir donc faciliter, donc permettre la contraction du myocarde d'une manière globale. On parle de syncytium fonctionnel. Et au sein de ces fibres myocardiques, il y a une particularité importante à souligner. Il y a une membrane, dont la membrane plasmique, qui est constituée de divers canaux ioniques. D'accord? Donc les canaux ioniques qui vont s'ouvrir de manière cyclique pour permettre l'entrée et la sortie d'ions. Sodium, potassium, calcium. Donc, à côté de ces fibres myocardiques, il y a ce qu'on appelle des cellules nodales. Alors, ces cellules nodales sont des cellules qui constituent un tissu cardiaque, qui est le tissu électrique du cœur, qui a des propriétés conductrices. Alors, ces cellules nodales, ces cellules cardiaques, sont dotées de plusieurs propriétés, l'automatisme, l'excitabilité et la conductivité. Donc, en fait, tout cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que les cellules nodales, lorsqu'elles sont stimulées, elles vont permettre en fait la génération d'un stimulus qui va être propagé tout au long donc, du tissu nodal. Ce tissu nodal est constitué de plusieurs éléments, à savoir le nœud sinusal où va naître spontanément donc, ce stimulus, d'accord, que nous appellerons potentiel d'action. Et ce stimulus va être propagé d'abord au niveau de l'oreillette droite, puis au niveau de l'oreillette gauche, avant de rejoindre maintenant un deuxième élément qui est le nœud auriculo-ventriculaire. À partir du nœud auriculo-ventriculaire, le stimulus, le potentiel d'action va continuer son trajet donc au niveau du tronc du faisceau de His. Ce tronc va se diviser en 2 branches droite et gauche. Donc, et ensuite, il y aura ce qu'on appelle le réseau de Purkinje. Et cela va permettre donc de stimuler ou encore de dépolariser l'ensemble du cœur en commençant par les oreillettes et ensuite les ventricules.
Donc, c'est pourquoi on dit que ces cellules cardiaques sont non seulement dotées d'automatisme parce qu'elles sont capables de générer toutes seules, spontanément et périodiquement ce stimulus, d'excitabilité et de conductivité. Alors, ayant compris cela, nous pouvons maintenant rentrer de plein pied dans l'électrophysiologie cardiaque pour en fait préciser que le stimulus donc va entraîner des mouvements d'ions, comme nous l'avons vu. Et ces mouvements d'ions-là, à travers les canaux ioniques, vont entraîner deux types de réponses. Une réponse électrique, comme nous l'avons vu, avec le potentiel d'action qui va se propager tout au long donc, du tissu nodal, nœud sinusal, nœud auriculo-ventriculaire, tronc du faisceau de His, branche droite et gauche du faisceau de His et enfin réseau de Purkinje. Et une réponse donc mécanique qui est la contraction du cœur et cela va être traduit d'une manière graphique par ce qu'on appelle l'électrocardiogramme. Alors pourquoi est-ce que qu'est-ce qui se passe en fait au niveau de la cellule myocardique si on se rapproche davantage lors de la stimulation? Tout d'abord, une cellule myocardique au repos est polarisée, d'accord? Il faut savoir que du fait des canaux ioniques, il y a beaucoup plus de canaux ioniques, d'ions positifs à l'extérieur de la cellule. C'est pourquoi elle est électropositive en surface. Et à l'intérieur, il y a plus d'ions négatifs, donc elle est électronégative à l'intérieur. Lorsqu'il y aura donc le stimulus, le potentiel d'action qui va être généré au niveau du nœud sinusal, cette dépolarisation va, en fait, cet état va s'inverser. D'accord? La cellule, donc les canaux ioniques vont s'ouvrir, il y aura des échanges d'ions qui vont faire que la cellule va être plutôt électronégative. Donc cela va se propager de manière tout au long de la cellule en fait. Et à l'intérieur, elle sera surtout électropositive. Et donc, comme je viens de le dire, ce sont les échanges d'ions qui vont faire que, en fait, il y aura cette dépolarisation, ce changement d'état. D'accord? Donc, la phase 0 sera caractérisée par une ouverture des canaux sodiques avec une entrée importante d'ion sodium. Ensuite, à la phase 1, qu'on appelle en fait la repolarisation précoce, il y aura une fermeture de ces canaux sodiques. À la phase 2, ouverture des canaux calciques avec entrée massive d'ion calcium. À la phase 3, donc fermeture donc des canaux calciques et ouverture importante des canaux potassiques avec sortie importante d'ion potassium. Donc, et ensuite, la phase 4, donc la pompe ATP, n'est-ce pas, va permettre un retour à l'état de départ, au potentiel de repos. Donc, c'est ce qui est expliqué ici, une fois de plus, de manière plus cyclique. Donc, toutes ces différentes phases, que ce soit la phase de dépolarisation, la repolarisation précoce, la phase de plateau, la phase de repolarisation tardive et le retour au potentiel de repos, tout cela, en fait, va être schématisé de manière graphique par l'électrocardiogramme. Donc, l'électrocardiogramme, si on pouvait le définir, c'est une représentation graphique de l'activité électrique du cœur. Elle est hiérarchisée, n'est-ce pas? On a bien vu que la dépolarisation quittait d'abord les oreillettes pour aller au niveau des ventricules selon un trajet bien précis. Et elle est cyclique, nous l'avons vu, au niveau du cœur entier. Parce que en effet, cela traduit en fait la dépolarisation qui en fait est l'alternance en fait dépolarisation repolarisation qui correspond à l'alternance systole-diastole sur le plan mécanique. Donc tout est convergent. Alors, que se passe-t-il concrètement? À quoi correspondent donc ces différentes phases au niveau de l'électrocardiogramme? Quelle est la correspondance entre les différentes phases du potentiel d'action et les différentes phases de l'électrocardiogramme? Tout d'abord, nous avons vu naissance du potentiel d'action au niveau du nœud sinusal, dépolarisation d'abord de l'oreillette droite premièrement, puis de l'oreillette gauche, ce qui va donc permettre de former ce qu'on appelle donc la dépolarisation auriculaire, la dépolarisation des oreillettes qui s'appelle l'onde P. Ensuite, cette dépolarisation, on l'a vu, va continuer au niveau du nœud
auriculo-ventriculaire et du neutron du faisceau de His, donc avant d'atteindre les ventricules. Donc c'est la conduction auriculo-ventriculaire, d'accord. Et par la suite, donc cette dépolarisation va gagner les branches du faisceau de His, le réseau du Purkinje et d'une manière générale les ventricules. C'est ce qu'on appelle donc la dépolarisation ventriculaire qui correspond au complexe QRS. Et ensuite, il y aura donc le retour à l'état de repos, donc qui correspond donc à ce segment-là. Donc la fin du complexe QRS jusqu'à l'onde de T. D'accord? Donc tout cela est matérialisé donc par le retour au potentiel de repos et le cycle reprend. Donc pour me répéter, pour ceux-là qui n'auraient pas compris, donc l'onde de P, donc dépolarisation des oreillettes, est matérialisée par l'onde de P. Ensuite, conduction donc du stimulus, de cette dépolarisation qui continue son chemin, qui va cette fois-ci atteindre le nœud auriculo-ventriculaire, le tronc du faisceau de His, c'est ce qu'on appelle l'intervalle PR. Ensuite, cette dépolarisation va continuer à travers les branches du faisceau de His, le réseau de Purkinje va dépolariser donc les ventricules, c'est ce qu'on appelle, c'est matérialisé par le complexe QRS. Et ensuite, donc, il y aura un retour au potentiel de repos, d'accord? C'est ce qu'on appelle la phase de repolarisation qui sera matérialisée d'une part par la fin du complexe QRS jusqu'au début de l'onde T qu'on appelle le segment ST et enfin l'onde T. Et tout cela donc constitue donc le cycle cardiaque qui va reprendre. Voilà, donc j'espère que cela est clair. Je reviens juste sur cette diapo pour que vous voyez bien que en fait l'électrocardiogramme est constitué donc d'ondes et de différents segments. D'accord? Onde de P, complexe QRS, onde de T. Et le lien entre ces différentes ondes, ce sont les segments. Donc intervalle PR, fin de l'onde P, début de l'onde P, début du complexe QRS, c'est la conduction auriculo-ventriculaire. Ensuite, la repolarisation ventriculaire qui correspond à fin du complexe QRS, fin, début du segment, excusez-moi, je pense qu'il y a une erreur, hein, début de l'onde de T, et ensuite nous avons l'onde de T, d'accord. L'intervalle QT, en fait, c'est début du complexe QRS et fin de l'onde de T, d'accord. Donc, l'intervalle QT, c'est tout ce segment-ci. Et il englobe donc la dépolarisation des ventricules et la repolarisation des ventricules. Donc, si vous avez pu comprendre cela, vraiment, je vous dis un grand bravo parce que vous avez compris la partie la plus difficile à comprendre en électrocardiographie. Vous avez compris en fait l'explication des ondes et des segments. Et vous avez compris que cela traduit juste en fait la systole et la diastole. En effet, la dépolarisation des ventricules correspond en fait à la contraction auriculaire pendant le remplissage du ventricule. La dépolarisation des ventricules, la dépolarisation et le retour au potentiel de repos, c'est-à-dire la repolarisation, dépolarisation et repolarisation des ventricules correspondent à la systole ventriculaire, donc pendant que le ventricule se contracte pour éjecter son sang dans le vaisseau correspondant. Et donc tout cela, donc dépolarisation et repolarisation ventriculaire, correspond en fait à ce qu'on appelle la systole électrique. Et ensuite nous avons donc la diastole et le cycle reprend. Alors, une question, ou plutôt deux questions. Première question, où se trouve la repolarisation des oreillettes? En effet, vous avez bien vu sur ce schéma, dépolarisation des oreillettes, conduction auriculo-ventriculaire, dépolarisation des ventricules, repolarisation des ventricules. Mais à quel moment est-ce qu'on a la repolarisation des oreillettes? Alors, cette question, en fait, est très pertinente parce que la repolarisation des oreillettes est caché en fait dans le complexe QRS et n'est pas visible sur ce qu'on appelle l'électrocardiogramme de repos tel que vous voyez. Vous savez qu'il y a plusieurs types d'électrocardiogrammes. Il y a ce qu'on appelle l'électrocardiogramme de repos, donc
que nous sommes en train d'étudier. Il y a l'électrocardiogramme d'effort, n'est-ce pas, l'épreuve d'effort. Il y a aussi ce qu'on appelle l'électrocardiogramme endocavitaire. Et c'est cette technique-là, n'est-ce pas, qui permet vraiment de disséquer davantage le CG et de pouvoir mettre en évidence la repolarisation des oreillettes. Mais nous laisserons cela, c'est une affaire de spécialistes et même de sous-spécialistes avec les rythmologues. Deuxième question pertinente, pourquoi le complexe QRS change de morphologie sur les différentes dérivations? En effet, pour ceux qui connaissent l'électrocardiogramme, le CG est constitué de plusieurs, dérivations, n'est-ce pas? On a cette dérivation qui est la dérivation donc D1, D2, D3, d'accord? Et puis on a plein d'autres dérivations où on se rend compte que le complexe QRS n'a pas toujours la même morphologie. Voilà. Donc ça, c'est une question pertinente à laquelle nous répondrons au prochain cours après avoir vu matériel et enregistrement de l'électrocardiogramme. Je vous remercie.